Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est lundi soir, le lundi soir vous le savez, c'est l'invité en général quand je chope un invité, quand j'arrive à trouver quelqu'un aussi d'intéressant, trouver quelqu'un avec qui parler de choses qui, j'imagine, pourraient m'être utiles et vous être utiles aussi. J'ai déjà beaucoup parlé de ce bouquin, L'illusion du bloc bourgeois. Je vous en ai même déjà lu un soir un chapitre. On a décrypté un soir un chapitre entier avec les viewers. Et ben ce soir, j'ai un de ces auteurs avec moi, donc Stefano Palombarini. Bonsoir. Bonsoir, Donc, bonsoir à tout le monde. t'es économiste et maître de conf à Paris 8. C'est ça. Et, et alors, je resitue le bouquin. Le bouquin, il est sorti donc du coup en 2000, fin 2016 ou début 2017? Fin 2016? Ça, c'est la Ça, deuxième c'est version. l'édition augmentée, oui. Mais la première version, c'était fin 2016, oui. C'est ça. Et donc, ça s'appelle l'illusion du bloc bourgeois parce que ce que Macron a fini par réussir à constituer, c'est un bloc pour le soutenir, une coalition sociale que vous appelez le bloc bourgeois. Et parce que, bon, voilà, l'idée de couper un peu les deux côtés de l'omelette, de la gauche et de la droite, pour garder le centre bourgeois qui se distingue aussi par des revenus, par une culture, une éducation plus élevée, etc. Vieux fantasme, on l'avait vu aussi si vous êtes venu la nuit où on a regardé des extraits de Michel Rocard à gogo. Vieux fantasme que de gouverner par le centre, avec voilà, dans les cadres, dans les clous et avec une économie capitaliste bien réglée. Est-ce que j'ai dit des conneries pour l'instant sur ce qu'est le bloc bourgeois déjà avant de poursuivre? Non, non, c'est une image pertinente. Bon, Hein. quand je disais une coalition sociale, c'est-à-dire que le bloc bourgeois, c'est pas Macron lui-même, c'est les groupes sociaux sur lesquels il s'appuie pour fonder d'abord son élection et ensuite sa politique, ses soutiens. C'est ça. Donc, le bloc bourgeois, c'est pas Macron, c'est un espace politique que Macron a occupé. C'est un espace politique qui a été créé par une action délibérée d'une partie des personnels politiques de gauche et d'une partie des personnels de droite. Tu as évoqué Rocard qui travaillait dans cette direction-là, comme d'autres, hein, surtout au sein du Parti socialiste. L'autre grande figure, c'est Jacques Delors. Et donc, il y a une action délibérée pour ouvrir un espace de ce type. Et en même temps, il y a des fractures dans les blocs de droite et dans les blocs de gauche qui sont pour partie indépendantes aussi de cette action. Hein. Donc, il y a des mouvements. Il y a un mouvement de crise des blocs traditionnels Mhm. et il y a une stratégie active de la part de ceux qui voulaient les blocs bourgeois, qui pour partie contribuent à la crise, mais qui ne déterminent pas la crise des blocs traditionnels. Hein. Donc, disons, c'est une action qui a aussi exploité l'opportunité qui venait de cette crise politique pour aller dans la direction d'une alliance sociale nouvelle. Ce qu'on appelle un bloc social, c'est une alliance, mais c'est une alliance qui est produite par la médiation politique. Ce n'est pas directement des groupes sociaux qui passent alliance entre eux. Oui, bien sûr. C'est, voilà, c'est un projet politique qui agrège des groupes différents. C'est là où voilà, aujourd'hui on veut foutre en l'air les partis politiques, il y a plein de gens qui trouvent que ça sert à rien. Or, les partis politiques ont ce rôle aussi de constituer des coalitions de gens qui n'ont pas nécessairement de grands rapports entre eux. Il n'y a pas de grand rapport entre un agriculteur qui va voter communiste et un maire de mairie communiste de banlieue, et puis et le vieux militant communiste de la CGT métallurgie dans l'Est. Il n'y a pas grand-chose de commun entre eux. Ce qui va les réunir, c'est qu'il y a un projet politique qui a su les agréger au bout d'un moment, et c'est le parti lui-même, enfin le parti ou la formation politique, qui va constituer ce bloc, qui ne préexiste pas. C'est ça, c'est même plus profond encore que ça, l'action politique. C'est encore en amont de ce que tu viens de dire. Ça, c'est une deuxième phase, si tu veux, d'agréger des intérêts différents. Mais il y a un premier niveau qui est, bon, il y a des intérêts dans la société par effet d'occuper des positions sociales, par effet d'avoir un certain revenu, par effet de faire une certaine activité, salarié, pas salarié, etc. Donc, il y a des intérêts, entre guillemets, objectifs. Mais l'espace politique, il n'est pas automatiquement défini par ses intérêts.
Il y a des Mhm. clivages, je peux faire des exemples pour que ce soit plus clair. Est-ce que les clivages sur lesquels on se différencie, c'est pour ou contre les services publics? Ça, c'est un clivage. Un autre clivage, c'est est-ce qu'on est pour la patrie ou est-ce qu'on est pour l'Union européenne? Un autre clivage qui sont en train d'installer, c'est est-ce qu'on est pour une laïcité dure ou Ouais. est-ce qu'on est bon. Donc, il y a des clivages qui ne s'imposent pas tout seuls, qui sont les produits d'une action Mhm. politique. Sur la base de ces clivages, les gens se situent et ils ne se situent pas de façon, comment dire, de façon complètement libre. Les gens se situent sur ces clivages en étant conditionnés par la position qu'ils occupent dans l'espace social. Hein. Et donc, c'est par l'action même du politique qu'il y a des groupes qui se constituent. Hein. Si le clivage fondamental c'était pour ou contre les services publics, on aurait des groupes pour et des groupes contre, mais qui se constituent parce que le clivage qui s'impose est celui-là. Mhm. Donc ça, c'est la première phase, hein, qui joue même dans la constitution des groupes. Et après, il y a une deuxième phase, qui est celle dont tu parlais, qui est construire la médiation entre ces groupes. Hein. Mais donc, l'action politique, c'est au niveau quel clivage s'impose comme clivage structurant de l'espace politique, et ensuite, quel type de médiation on propose entre les différents groupes et entre les différentes Mhm. attentes. Oui, on voit même que la question des clivages, on voit qu'elle-même, elle est sujette à des batailles, elle est sujette à des luttes. On voit typiquement, on pense tout de suite à Macron et Le Pen qui disent qu'il n'y a plus de clivage gauche-droite, qu'il faut plus se diviser selon ce principe-là, qu'aujourd'hui il y aurait les populistes et les Européens ou les patriotes et les mondialistes. Et que ça aussi c'est l'enjeu de bataille, de discrédit. Et donc cette bataille-là a fini par discréditer, y compris auprès de gens peut-être qui sont dans le chat, qui me suivent, l'idée que le clivage gauche-droite resterait pertinent. Toi, tu crois toujours que l'idée du clivage gauche-droite, ça recouvre quand même quelque chose qui fait sens quand on veut faire société? Ce sont deux directions différentes. Oui, tout à fait, oui, je crois. Maintenant, faut voir, parce que le clivage droite-gauche, on peut l'interpréter de façon très différente. Il y a une façon de l'interpréter pour laquelle, pour moi, c'est évident que ça reste un clivage pertinent, c'est lorsqu'on parle, disons, d'organisation productive, d'organisation économique d'ensemble, des choses aussi concrètes que le code du travail. La droite et la gauche, évidemment, ils sont des positions différentes, les services publics, la relation salariale en général, la fiscalité, etc. etc. Sur ce thème-là, c'est évident que parler des droites et des gauches, disons, pour faire vite, la gauche qui a une vision au minimum solidaire, enfin, au minimum, et la droite qui a une vision plus individualiste. Et après, il y a d'autres façons d'apprendre ces clivages qui, donc, la politique française, mais pas seulement française, c'est fondé longtemps sur des alliances sociales qui faisaient référence à la droite et à la gauche, mais à la droite et à la gauche au sens des partis politiques de droite et des partis politiques de gauche. Bon, ces des alliances sociales-là sont parties en morceaux. Donc, si on fait référence à l'électorat de droite et l'électorat de gauche au sens d'identification à certains partis politiques, non, le clivage droite-gauche dans ce sens-là, il ne fonctionne plus beaucoup. Hein. Mmh. Il ne fonctionne plus beaucoup. Mais par contre, oui, quand on parle solidarité, individualisme, redistribution ou pas, bon, disons même les pouvoirs à l'intérieur de l'entreprise distribués ou centralisés, etc. C'est ça, sur ces questions-là, évidemment que gauche-droite, ça veut toujours dire quelque chose. Bon, maintenant, si le clivage devient patrie-Europe, est-ce que gauche-droite, ça a quelque chose à voir avec patrie-Europe? C'est pas sûr, quoi. Ah oui, non, au contraire, même c'est plutôt des sujets sur lesquels historiquement ça a été mouvant. Voilà, très mouvant. Et même aujourd'hui, on peut avoir des visions de la patrie de gauche et de droite. On peut avoir des visions de la perspective européenne de gauche et de droite, etc. Donc, c'est un autre clivage vraiment. Mais est-ce que l'envie que Marine Le Pen comme Emmanuel Macron ont eu l'envie qu'ils ont eu de changer de mode de clivage et de passer
voilà, de se passer de gauche-droite pour passer à voilà, patrie, nation, Europe, mondialisme, machin. Est-ce que une des envies, c'est notamment de ne plus parler d'économie? Parce que c'est sur l'économie que c'est clair, gauche-droite. Alors, c'est un peu différent les discours pour Macron et pour Marine Le Pen. Alors, il faut se rappeler de la situation d'il y a 4-5 ans, hein, parce qu'aujourd'hui, je pense que même ce clivage-là est en voie de dépassement. Mais alors, il y a 5 ans, disons, il y a 4 ans, à l'époque de la présidentielle, euh, pour Macron, les thèmes européens, c'était un vrai thème fédérateur, des groupes qui avaient des attentes assez proches. Hein. C'est-à-dire que, disons, si on peut résumer comme ça le programme de Macron, l'idée de moderniser le capitalisme français au nom de l'Europe, c'était un vrai programme politique, disons. Après, on a vu que l'Europe, c'était plus de l'habillage, que le vrai projet, c'était la réforme libérale du capitalisme français. Mais sur ces projets-là, il y avait une vraie convergence entre des groupes qui, historiquement, appartenaient à la gauche et des groupes qui, historiquement, appartenaient à la droite. Dans ce sens-là, le clivage droite-gauche était vraiment dépassé dans l'électorat Macron. Et alors que la nation, parce que ce n'était pas la patrie, c'était le nationalisme de Le Pen, c'était et c'est encore aujourd'hui un collant pour tenir ensemble des gens qui ont des attentes très, 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 très différentes. Dans la base aujourd'hui, ça s'appelle le Rassemblement national, il y a des attentes quasiment inconciliables. Ouais, Si jamais un jour Le Pen devait gouverner, il serait bien embêté sur quasiment n'importe quel thème. Soit elle se met à dos une partie de sa base, soit elle se met à dos l'autre partie. Donc c'est assez. L'Europe, c'était un vrai thème fédérateur pour Macron, alors que le nationalisme de Le Pen, c'est la seule chose dont elle peut parler sans mécontenter personne parmi ses propres électeurs. c'est ça, parce qu'il y a des gens qui vivent de leur travail et de leur pays d'ouvrier chez Le Pen, et il va y avoir aussi des patrons, il va y avoir une vieille droite catholique très très conservatrice, et puis des classes populaires un peu plus perdues, par contre farouchement islamophobes et tout, mais ils n'ont pas les mêmes intérêts économiques du tout, donc les recentrer sur la nation, c'était plus pratique, quoi. Mais même vraiment des attentes opposées. La première poussée du Front National, celui de Le Pen père, c'était sur un programme thatchérien. Donc des réformes libérales violentes et contre l'État social à la française. Et cette base, évidemment, on parle d'il y a 35 ans. Oui, à une époque où il y a encore l'URSS, où en fait le socialisme c'est le monstre athée de l'Est, etc. C'est l'ennemi ontologique de l'extrême droite. Et dans les discours de Jean-Marie Le Pen, la France est quasiment un pays socialiste. Qu'il faut complètement réorganiser, il faut démanteler la protection sociale, il faut baisser les impôts le plus possible, etc. Ces types d'attentes-là, ils sont encore dans la base du Rassemblement national, avec des attentes, des signes opposés, qui sont des défenses du modèle social français. Donc, c'est des attentes, il faut se débarrasser du modèle social français et il faut défendre le modèle social français. Évidemment, voilà, si on parle d'immigration et d'identité nationale, c'est plus simple. Elle s'est débarrassée de Florian Philippot, par contre. Oui, qui représentait un peu cette deuxième vague de croissance du Front National. Oui. Elle s'en est débarrassée. Alors, je ne suis pas dans les mécanismes du parti, mais parce que c'est le signe que cette idée du Front National et aujourd'hui Rassemblement National comme celui qui va défendre le modèle social français, c'est le signe que c'est une blague, quoi. C'est un truc électoraliste, c'est tout. Hein. On les voit, dès qu'il y a des votes sur des questions importantes, ben voilà, le Rassemblement National, c'est bien un parti de droite, quoi. Oui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour le bloc Macron? Qu'est-ce qui s'est passé depuis son élection? On a vu que il avait, mine de rien, le pari, parce que le bouquin s'appelle L'illusion du bloc bourgeois. Alors, on me dit que c'est inversé, mais bon, je vous le redis, c'est L'illusion du bloc bourgeois, et c'est dans le titre de la vidéo du stream. Mais l'illusion, ça veut dire que pour toi et pour vous, c'était un pari qui était risqué, qui pouvait ne pas marcher,
Pourtant, ça a marché pour l'élection parce qu'il y a bel et bien eu des gens du centre gauche comme du centre droite du centre droit qui ont voté bel et bien Macron à la faveur de retournements de situation comme l'affaire Fillon, à la faveur de la débâcle de Benoît Hamon. Donc il y avait en effet, les circonstances étaient extraordinaires. Mais la base électorale, elle était là. Elle n'était pas énorme parce que bon, ça reste pas, voilà, ça reste pas une base énorme, mais elle était là. Et pourquoi, selon vous, c'était voué à se casser la gueule? Enfin, ça pouvait pas marcher dans ce pays. Non, donc nous, on pensait on était même assez convaincus qu'il aurait gagné, mais on pensait vraiment qu'il y avait une chance de gagner, mais sur la base d'une base électorale déjà au départ très restreinte. C'est qui est le cas, hein, parce que Ce qui s'est passé, ouais. voilà, c'est pire. Enfin, je veux dire, au niveau des voix exprimées, déjà, c'est très faible, mais si on compte si on compte ceux qui n'ont pas voté du tout, c'est je crois, aux alentours de 16-17% le premier tour Macron, hein, sur l'ensemble des électorats. Donc, c'est très, très faible. Et alors, on pensait que cette base, ça lui aurait permis quand même de gagner à cause de la crise des autres, hein, parce que c'était pas disons, il était dans un paysage des crises politiques, des crises de la droite et des crises de la gauche. Donc ça ouvrait un espace pas énorme, mais suffisant pour gagner. Une crise très conjoncturelle de la droite, parce que la droite n'était pas profondément en crise à ce moment-là. On la voyait même d'ailleurs gagner de loin avant l'affaire Fillon. Je ne sais pas. Donc, mon avis, moi, Ouais. je pense que la gauche était dans une crise beaucoup plus profonde que la droite. Oui, voilà. En même temps, disons, cette tension entre un projet de réforme néolibérale, comme celui qu'a porté après Macron à l'élection, et était présente, enfin, je veux dire, avait des racines fortes à droite, pour les plus vieux qui se rappellent d'Édouard Balladur, Alain Juppé, etc. Et en même temps, la droite française est une droite d'héritage gaulliste, et donc pas du tout, enfin au moins au niveau de ses racines anciennes, c'est pas du tout une droite libérale. Et donc il y avait des tensions dans la base de la droite. Chirac, je crois qu'on en parlait dans le bouquin, les personnages les plus emblématiques, oui. Chirac, qui n'a pas arrêté de changer de ligne. De passer oui, voilà, mais même pas de chercher une médiation entre les deux âmes de la droite, disons l'âme, mais de sauter d'une à l'autre. Exactement, ouais. Il était capable de faire campagne et de gagner sa première présidentielle sur la fracture sociale, le fait qu'il fallait mettre un remède à une fracture sociale qui laissait beaucoup trop de gens au bord de la route, etc. Gagner et nommer Premier ministre Juppé, qui est un des premiers ministres les plus libéraux que la France ait connu. Je veux dire, il était capable. Mais ces des âmes de la droite étaient là. Macron paraît à une des deux, disons, à la partie libérale de la droite. Et donc, même s'il n'y avait pas eu, disons, politique fiction, il n'y a pas l'affaire Fillon. Je pense que Fillon aurait été plus haut, mais au dépens de Marine Le Pen. Ouais. Parce que la droite à laquelle paraît Fillon, c'était plus une droite dure, auquel une partie de l'électorat Le Pen, hein, pas, mais une partie de l'électorat Le Pen est très proche des positions de la droite. Encore aujourd'hui, on le voit la frontière entre les Républicains et le Rassemblement national sur beaucoup d'aspects quasiment disparu. Donc je pense que Fillon... La droite Fillon, il y a une partie que Macron irritait, qui n'aurait pas pu voter Macron de toute façon parce que... La primaire de la droite de l'époque, il y avait Juppé qui était sur des positions très proches de celles de Macron, sur l'Europe, sur la réforme, sur la modernisation du capitalisme français, etc. Et il y avait Fillon qui était sur une position beaucoup plus identitaire, traditionnaliste, catholique, bon, qui est plus proche à une partie de l'électorat Rassemblement national. Donc, je pense que sans les affaires Fillon, si on veut faire de la politique fiction, je pense que Fillon aurait été au deuxième tour, mais contre Macron. Et je pense que Macron aurait gagné. Donc, après, évidemment, on ne peut pas refaire l'histoire, mais je ne pense pas que Macron ait gagné grâce aux affaires Fillon. Je pense qu'il aurait été au deuxième tour contre Fillon et non pas contre Le Pen,
et qu'il aurait quand même gagné. Hein. Ça, c'est... Bon, enfin bref, il y avait, je ne sais plus de quoi on parlait au début de cette... Alors moi je voulais savoir pourquoi ça pouvait pas marcher le bloc Ah oui. bourgeois. Donc oui, ça pour dire qu'on pensait qu'il pouvait gagner, mais sur une base réduite. Mhm. Et on était convaincu que cette base-là, la base du bloc bourgeois, était destinée à se réduire encore davantage sous l'action de Macron. Hein. Pourquoi? Parce que les réformes néolibérales qui sont au cœur du programme de Macron sont destinées, et je dirais pourquoi c'est certain que ce soit comme ça, sont destinées à fragiliser une partie des classes moyennes, qui au départ ont adhéré au projet de Macron, hein, à ce projet de promotion sociale, disons, Méritocratique, oui. méritocratique, etc. Si au bout de quelques années, ils se retrouvent fragilisés avec un pouvoir d'achat qui est réduit, avec des perspectives moins bonnes qu'avant, évidemment, ils vont se détacher de Macron, ce qui va réduire encore davantage, pas de Macron, ils vont se détacher de ce projet bloc bourgeois, parce que Macron lui-même, après peut-être on parlera, déjà maintenant, il est beaucoup plus sur la position plus traditionnelle de droite que sur la position du bloc bourgeois. Mais bon, donc on pensait que le bloc bourgeois, en tant qu'alliance, il n'avait pas un avenir radieux devant lui. Et pourquoi on le pensait? Parce que, alors, contrairement à l'image qu'il donne Macron, d'être un innovateur politique extraordinaire qui a inventé un truc, Macron, c'est le dernier d'une longue liste des gouvernants qui ont accédé au pouvoir sur la base de ces projets. C'est les derniers héritiers de la troisième voie. Alors pour ceux qui savent ce que c'est la troisième voie, mais c'est sa stratégie initiale, pas la stratégie d'aujourd'hui qui est une stratégie beaucoup plus de droitière. Mais sa stratégie 2017 était la stratégie Tony Blair en Angleterre, c'était la stratégie Bill Clinton aux États-Unis, c'était la stratégie du Parti socialiste ouvrier espagnol de l'époque de González, ça a été la stratégie du Parti démocrate en Italie, surtout à l'époque de Renzi. Et bon, voilà, et ça a été pour partie la stratégie de la social-démocratie allemande. Et en dernier, il arrive, Macron. Hein, c'est le dernier des néolibéraux. Ah. Et donc, ce n'est pas un innovateur, c'est le dernier à adopter cette stratégie. Et partout où il y a eu au pouvoir quelqu'un qui avait adopté une stratégie de ce type-là, la conséquence non pas d'un événement extérieur ou d'une catastrophe ou de quelque chose d'imprévu, la conséquence de la politique impulsée par le bloc bourgeois, ça a été de réduire la base du bloc bourgeois. Et donc, il n'y avait pas de raison de penser que pour Macron, ça se passerait différemment que pour les autres. Alors, quand tu dis la politique menée par Macron pour le bloc bourgeois, cette politique du bloc bourgeois, même, tu dis, c'est autour d'un certain nombre de... Bon, il y a un programme économique, ça on a tous compris, hein, le programme néolibéral, l'intégration européenne, et encore, bon, c'est surtout le programme néolibéral qui se sert aussi des institutions européennes pour avancer, mais chaque bourgeoisie nationale avance ses pions de toute façon, et les multinationales se feraient leur chemin. Bon, un programme comme ça, avec moins de services publics, machin, tout le monde voit très bien ce que c'est, et quand tu dis bloc bourgeois, c'est-à-dire que pour qu'il puisse y avoir des classes moyennes supérieures, de sensibilité de gauche comme de sensibilité de droite, mais un petit peu centriste, c'est-à-dire qu'au niveau des valeurs et au niveau des mœurs, tout simplement, il faut que ce soit quelque chose d'ouvert, un libéralisme affiché, de tolérance, etc. C'est ça les valeurs du bloc bourgeois. C'est même l'idée, au départ, ce projet de la troisième voie que Macron a réinterprété, c'est même présenté comme un projet pour avoir une gauche renouvelée. Et donc, l'idée, justement, qui aboutit à cette idée d'ouverture sur le plan sociétal, comme disent les anglo-saxons, c'est, voilà, disons, la base ouvrière de la gauche, pour un tas de raisons, il faut la laisser tomber. Ah bah oui. Une, parce que les ouvriers, il n'y en a plus tellement. Ils sont moins nombreux. Parce que culturellement, c'est devenu des réactionnaires, bon, etc. Donc, il faut renouveler la base sociale de la gauche sur la base d'une série de combats, comme les combats féministes ou des choses de ce type, sur la base d'une ouverture à la jeunesse, sur la base d'une ouverture aux diplômés urbains,
etc., etc. Aujourd'hui, on pourrait même rajouter une ouverture à un certain esprit écolo, vélo, etc. Hidalgo, un peu. Oui, Hidalgo, ouais. Tout Hidalgo à fait. aurait Non, pu faire cette synthèse aussi. j'ai souri parce que Hidalgo pourrait rejouer Eh. maintenant la même partition de Macron il y a 5 ans. Mais, Mm. et c'est sur ça que même l'Europe, à l'époque de Macron, jouait ce rôle-là, hein, parce que c'est dans l'idée de la modernité, si tu veux. Hein. La classe ouvrière, c'est pas moderne. C'est archaïque. La classe populaire, en général, c'est archaïque. Même l'idée d'intérêt des classes, c'est une idée archaïque. Il ne faut plus parler aux classes. La société moderne, c'est une société d'individus qui suivent chacun son propre parcours. Et donc il y a quand même l'idée que dans ces parcours, dans ces parcours individuels, il faut assurer des droits aux gens, mais qu'après, chacun se débrouille, quoi. Enfin, pour caricaturer. Et ça, c'était l'idée de la troisième voie, une espèce de dépassement de la droite et gauche traditionnelle. Bon, au début, c'était présenté comme un renouveau de la gauche. Après c'est devenu clair qu'il y avait un tas de gens, des libéraux de droite, qui pouvaient converger sur un programme de ce type. Hein, parce qu'à partir du moment où on dit la réussite, c'est une question personnelle, s'il y a des aides, des RSA, etc., ben, ça démotive, les gens arrêtent de chercher un emploi, ils ne traversent plus la rue, comme dit Macron, alors qu'il faut... Il faut être incitateur. Voilà, il faut inciter, il faut donner, si on reste au niveau de la rhétorique, hein, il faut au départ que tout le monde puisse avoir une chance. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des gens qui n'ont pas la possibilité de faire des études, il ne faut pas que des gens soient abandonnés, enfin, soient discriminés sur la base parce que c'est des femmes ou parce qu'ils ne sont pas blancs ou des choses comme ça. Il faut qu'au départ, l'égalité des chances au départ, c'est ça l'idée de la troisième voie. C'est-à-dire qu'il y a presque une lutte contre les discriminations pour justifier la compétition. On va lutter contre les discriminations pour rendre encore plus honorable la compétition, quoi. Disons, la gauche traditionnelle avait comme horizon, hein, évidemment, mais l'égalité des faits de la situation vécue. Bon, il n'y en a pas un qui mange pour 1000 et l'autre qui ne mange pas du tout. Ah, c'est l'égalité des faits. Ça, c'est... Et dans la perspective de la gauche traditionnelle, parce que je ne veux pas non plus que la gauche traditionnelle ne s'intéresse pas aux discriminations. Ah bah non, pas du tout. Ça en est toujours intéressé, mais dans la mesure où les discriminations créent des inégalités des faits. Voilà, quand quelqu'un ne peut pas louer un appartement parce qu'il n'a pas la bonne couleur ou que quelqu'un n'a pas un emploi parce que son nom ne joue pas comme il faudrait, etc. Bon, ces discriminations-là créent des inégalités des faits. Mais dans la perspective de la troisième voie, ce n'est pas l'égalité des faits qui est l'horizon, c'est l'égalité des chances au départ. Évidemment. Et donc la lutte contre les discriminations retrouve une place là-dedans aussi. Parce que dans une société complètement raciste, disons, quelqu'un qui serait arabe n'aurait pas du tout de chances, même s'il est très bon, même s'il a des grandes qualités, n'aurait pas des chances de s'enrichir. C'est pas bon du point de vue de la troisième voie. Il faut que n'importe qui, s'il mérite de s'enrichir, puisse s'enrichir. Donc la lutte pour les discriminations, ça trouve une place même dans cette gauche, entre guillemets, rénovée. Mais après, et c'est pour ça que très vite, ça a attiré aussi des gens de droite, ces programmes. Après, l'idée, c'est que la réussite, c'est un résultat on a ce qu'on mérite. Ouais. Voilà. À partir du moment où, au départ, on est tous sur la même ligne, idéalement, après, ceux qui vont plus loin, c'est qu'ils ont mérité d'aller plus loin. Bon, voilà, donc, là, c'est une rupture totale avec les perspectives de la gauche au sens traditionnel du terme. Voilà, il y a un ordre social qui se retrouve rejustifié, d'autant plus qu'on a lutté un petit peu à la marge contre quelques discriminations. Mais en effet, oui, t'as raison de signaler que ça veut pas du tout dire que le rôle de la gauche n'est pas de lutter contre les discriminations, loin de là, et on sait qu'il y en a qui essaient de jouer de la confusion, et voilà, ça c'est très à la mode. Je pense que c'est assez simple à comprendre, si on comprend la différence entre la perspective néolibérale, bloc bourgeois, qui, je répète, était présente à gauche et était présente à droite, celle de l'égalité des chances, et la perspective de la gauche traditionnelle, qui est l'égalité des faits, quoi. L'égalité réelle. Redistribution, etc., quoi. Redistribution et même les rapports de travail dans l'entreprise. Enfin, je veux dire, la gauche a... Salaire. Faudrait aller plus loin, parce que cette idée des égalités des chances au départ de la troisième voie,
et ne prend pas du tout en compte les asymétries des pouvoirs liées à l'organisation économique. C'est-à-dire l'égalité des chances, c'est OK, tout le monde peut étudier, Non, parce que le et pouvoir, il est jamais interrogé là-dedans. jamais. C'est toujours, c'est un petit peu, moi je pense le meilleur exemple, c'est quand ils ont commencé à vouloir mettre des quotas à Sciences Po. C'est-à-dire on ne change pas la structure du pouvoir et de l'élitisme, on garde l'élitisme, mais en donnant quelques chances à certains qui en avaient moins que d'autres, en disant mais vous aussi, vous aurez on vous offre, on se sert un peu et on fait un peu de place dans l'élite, mais on continue à gouverner avec cette même élite, etc. quoi. Mais c'est parce qu'il ne prend pas du tout en compte l'asymétrie des pouvoirs Mmh. qui caractérise n'importe quelle société, que ces discours sur l'égalité des chances et après chacun, on est tous sur la même ligne au départ, mais non, on n'est pas tous sur la même ligne au départ. Voilà. Ouais. Alors que là, une ligne égalitaire, ça aurait été, bah, on supprime Sciences Po et on se démarre d'autrement, quoi. C'est pas parce qu'on peut tous arriver à avoir les bacs ou licence qu'on est tous sur la même ligne au départ. Et donc cette idée qu'après chacun a ce qu'il mérite, évidemment, c'est né plutôt à gauche comme courant de pensée, mais ça a très vite pris sur la droite parce que c'est l'idée des droites traditionnelles, quoi. Donc si, si je te comprends bien, du coup, une fois au pouvoir, ce bloc bourgeois, avec cette idéologie-là, avec cette manière-là de gouverner, de pratiquer le pouvoir, pour toi, il est condamné d'emblée parce que bah, gouverner comme ça, ce programme néolibéral va fragiliser les classes moyennes, et même si c'est pas directement les classes moyennes, ça va être leurs enfants. C'est ça qu'on voit aujourd'hui, par exemple. Leurs enfants vont avoir, voilà, ça va devenir encore plus concurrentiel, encore plus compliqué. Il y a moins d'aide, il y a moins de, voilà, moins de logements, enfin plus difficile d'accéder à des biens essentiels, le logement, etc. Et donc du coup ça va fragiliser son électorat à terme et du coup pour toi c'était casse-gueule dès le début. Tu t'es réjoui du coup de la crise des gilets jaunes. Tu t'es dit ah bah ça y est, voilà, c'est bon, on y est. Ouais, mais je me suis réjoui. Je me suis réjoui que la souffrance sociale qui existe et dont j'étais déjà au courant, quoi. J'ai pas découvert Oui. la souffrance sociale qui est en France sur la question des Gilets jaunes. Je me suis réjoui du fait que cette souffrance sociale s'exprime. Ah, j'ai pas découvert la souffrance chez les classes populaires avec les Gilets jaunes. J'étais content que ça s'exprime et en même temps, comment dire, j'étais un peu sceptique sur la capacité de ces mouvements de se donner une expression politique un peu plus solide. Je le suis toujours. Et ça, je veux dire, l'effet que les Gilets jaunes ont un peu disparu du paysage, bien sûr, parce qu'ils ont été matraqués dans les manifs, et parce que c'est un mouvement qui a été réprimé, mais en même temps, je pense qu'il y a une vraie difficulté à trouver une synthèse politique et une expression politique pour un mouvement de ce type. Mais en tout cas, ça a durablement déstabilisé. En tout cas, ça a montré que ce compromis-là, le basculement vers l'autoritarisme, vers une droite beaucoup plus traditionnelle, une droite beaucoup plus classique de l'État fort, de la main droite de l'État, le virage sécuritaire, etc. T'as conforté dans le fait qu'on ne gouverne pas ce pays au centre avec ces valeurs-là, ça ne fonctionne pas longtemps. Alors, je pense qu'on ne gouverne pas un pays longtemps, même si Macron a gouverné un peu comme ça quand même. On ne gouverne pas un pays contre l'ensemble des classes populaires. Il faut Alors, arriver à faire des alliances. pour être clair pour ceux qui nous écoutent, il y a des classes populaires qui ont, disons, historiquement, traditionnellement, un lien avec la droite. Hein. Les classes populaires, c'est pas la gauche. Et la droite, le vieil bloc de droite a intégré une partie des classes populaires, le vieil bloc de gauche a intégré une autre partie des classes populaires, et les deux a intégré aussi une partie des classes moyennes et des classes hautes, enfin, de ce qu'on appelle les classes bourgeoises. Mais on ne gouverne pas un pays contre l'ensemble des classes populaires. Je pense que Macron l'a réalisé. Peut-être qu'il s'est pris une belle frayère aussi à l'époque des Gilets jaunes. C'était un peu compliqué. C'était une situation qui n'était pas tenable, ce qui l'a amené à se repositionner sur des thèmes qui parlent beaucoup plus que l'européisme néolibéral à la droite traditionnelle. Donc maintenant je pense qu'il s'est déjà assez éloigné de l'espace du bloc bourgeois. Hein. D'ailleurs, j'ai vu que la droite hésite, même si la droite, je veux dire les républicains, hein,
un gros parti. Et j'ai vu qu'il y a un débat chez les Républicains. Est-ce que notre candidat ne devrait pas être directement Macron au lieu de faire une primaire et de présenter quelqu'un? Ah Donc, ouais? déjà, Ah, j'ai le pas fait vu ça. oui, oui. C'est pas sûr, c'est pas du tout sûr qu'ils choisiront d'appuyer directement Macron. Mais déjà, le fait qu'il y ait un débat chez les Républicains, est-ce que c'est pas Macron notre candidat, indique bien voilà, il n'est plus sur la place, disons, entre guillemets, centrale. Mais c'est pas une place centrale. Mais disons, Ah. il n'est plus sur la place, dans l'espace, ni droite ni gauche. Il est clairement à droite, Macron. Bah, ça s'était vu très vite enfin, dès les européennes, c'était évident, mais même des législatives, il y avait déjà eu un petit repositionnement de l'électorat. Oui, ça a été relativement vite. C'est qui est le signe qu'il a, oui, ou c'est qui le conseille, j'en sais rien, mais il a quand même des bons réflexes, je veux dire. Parce qu'il aurait pu réagir moins vite et se retrouver isolé dans une position vraiment très, très fragile. Je pense qu'il est toujours dans une position fragile, mais il aurait pu se retrouver dans une situation bien pire de celle, pour faire une comparaison, de François Hollande il y a 5 ans. Hmm. Complètement isolé dans l'opinion publique, sans relais médiatique, etc. Oui, c'est ça, parce que François Hollande qui menait une politique néolibérale, qui a même fait un tournant sécuritaire avec en nommant Manuel Valls Premier ministre et qui a fait un tournant voilà avec la loi travail qui allait juste après. Pour le coup, lui, il n'avait pas réellement de base. Il avait été élu par par le bloc de gauche pour le coup, lui. Il avait été élu Ouais, par le bloc de oui, gauche. c'est encore un plus gros problème, oui. Hmm. Parce que Mais la droite le détestait quand même et il n'avait pas fait d'alliance avec la droite ou le centre, quoi. le problème Hollande a essayé de faire quelque chose comme Macron, Hmm. hein, c'est-à-dire effectivement de parer à un électorat de droite par un virage autoritaire et sécuritaire. Sauf que, comme tu l'as dit, c'était quelqu'un qui s'était fait élire par le bloc de gauche et que la droite ne considérait pas comme quelqu'un de fiable de son point de vue. Il y avait quand même, malgré tout, malgré tout, il y avait cette étiquette de gauche qui lui collait à la peau. Je parle du point de vue de l'électorat de droite, hein, Hmm. qui fait que pour l'électorat de droite, non, c'était pas un candidat crédible, quoi. Voilà. Alors que Macron, justement, parce que lui, il s'est présenté comme ni droite ni gauche, c'est quelqu'un qui arrive visiblement, hein. C'est pas non plus un énorme succès, hein. Moi, je pense que d'ici l'élection présidentielle, il peut s'affaiblir beaucoup, Macron, hein. Mais pour l'instant, il résiste mieux qu'Hollande parce qu'il y a une capacité de pénétration sur l'électorat de droite qu'Hollande n'avait pas. Mais au niveau de la stratégie, ça ressemble beaucoup, hein, à celle de l'époque de la déchéance des nationalités, de l'état d'urgence et compagnie. Quand Manuel Valls était Premier ministre, d'ailleurs, parenthèse, je ne sais pas comment c'est possible, mais Manuel Valls revient. Oui. Donc, ce n'est pas juste un parallèle entre les deux stratégies, c'est que même les hommes, quoi, on risque de retrouver les mêmes, hein. Alors Voilà. on parle des hommes, moi je voudrais te poser une question relativement compliquée, mais très simple à formuler. On a parlé tout à l'heure du fait il y a toujours eu des ouvriers de droite, des pauvres de droite aussi, enfin des classes populaires de droite. Il y a des professions hein, qui s'y prêtent, qui ont pourtant des revenus pas extraordinaires, mais qui ont ancré solidement des valeurs soit conservatrices moralement, ou même des valeurs de peine, d'effort, d'individualisme. Et puis à l'inverse, il va y avoir dans les classes dominantes ou dans les classes moyennes supérieures des gens avec une sensibilité de gauche, prompt au compromis social, au compromis de classe avec les classes populaires. Mais alors comment les gens votent? Parce que si on voit qu'ils ne votent pas directement toujours selon leur intérêt, comment ils votent? Est-ce que le rôle des partis dont on a parlé un petit peu plus tôt, c'est-à-dire d'arriver à créer des coalitions structurées autour de clivages, des questions importantes dans le débat public, etc. Il est fondamental, mais il y a peut-être d'autres choses qui vont faire que les gens vont s'orienter après, parce que bon, c'est vrai que moi je crois pas au libre marché des idées, et les meilleurs s'affronteraient, et les idées les plus vraies et les plus justes à la fin gagneraient, et les gens se feraient une idée parce qu'ils sont libres et magiquement raisonnants. Donc comment ça se forme ça en plus des partis politiques? Qu'est-ce qui fait, par exemple, que là, on est manifestement, Ouais. on est en train de basculer à droite, y compris des gens qui avaient,
Enfin, ce pays est en train de, alors qu'il a une tradition de gauche quand même solide, il est en train de basculer à droite. Elle est Alors, très large la question, donc tu as tout le temps que tu oui, veux. c'est une très très longue réponse. Mais alors, je prends les choses un peu, enfin, je ne sais pas si c'est dans l'ordre. Mais la première chose, cette idée, il y a des classes populaires qui votent à droite, il y a des classes moyennes bourgeoises qui votent à gauche. Oui, c'est vrai. Maintenant, ce n'est pas non plus la conscience libre qui fait que. Tu vois, il y a, je veux dire, après, chacun est libre, évidemment, chacun d'entre nous est libre. Mais après, quand on regarde sur les grands nombres, sur des statistiques, ce qui porte sur des dizaines de millions de personnes, on retrouve des déterminants. Donc, par exemple, les classes populaires qui votent à droite. Bon, il y a des classes populaires qui votent à droite depuis toujours, Mm. pour des raisons qui ne sont pas si compliquées que ça à comprendre. Par exemple, toutes les classes populaires liées au monde agricole, Mm. même s'ils pèsent beaucoup moins aujourd'hui qu'il y a 40 ou 50 ans, mais c'est des classes populaires qui ont tendance à voter à droite. Le poids de la Si on tradition, de la religion. Ben, aussi, disons, de la politique de défense des intérêts du monde agricole qui était menée par la droite française jusqu'il y a une quinzaine d'années. Hein. Par exemple, sur la politique agricole commune, qui était plus de l'intérêt, enfin, on ne va pas rentrer dans ça, était plus de l'intérêt des grands producteurs agricoles. Okay. Mais quand on regarde le monde agricole, on voit bien qu'il y a une espèce de vision d'un avenir commun entre les paysans salariés et les grands propriétaires terriens. Okay? Ils votent à peu près pareil. Pas parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font, mais parce qu'ils sentent que leur destin est commun. Soit on échoue ensemble, soit on survit ensemble. Bon, bref. Et donc, le monde agricole, il vote à droite. Après, il y a d'autres catégories populaires, mais liées au travail indépendant, les commerçants, les artisans, qui sont pas, enfin, ils ne sont pas tous des classes populaires, mais vous avez des artisans, Oui, il y des en a des commerçants, petits, ouais. hein, et qui votent plutôt à droite. Ça s'explique aussi, parce que leur souci principal, enfin, ils ont vraiment les soucis des impôts et du fisc sur les dos, etc. Donc, la droite les protège mieux. Et après, il y a des ouvriers qui votent à droite, mais alors qu'il n'y en avait pas beaucoup. Enfin, il y en avait déjà, mais il y en avait beaucoup moins il y a une quarantaine d'années. Et ça, c'est un autre aspect de ta question, c'est que les gens votent non seulement sur la base de ce qu'ils attendent, mais votent aussi sur la base de ce qu'ils ont reçu, de ce qui s'est passé. Et donc, si la gauche, délibérément, à un moment donné, dit ben, les ouvriers ne nous intéressent plus, c'est des arriérés, c'est des réactionnaires, etc., ben, il ne faut pas s'attendre que les ouvriers soient amoureux d'une gauche qui est comme ça. Quoi. Donc, Voilà. le fait que Ça, c'est très bien parce que tu réponds exactement comme ce que je dis dans Ouvrez les guillemets depuis 2-3 ans. Donc, je suis très voilà, content de ta il y a réponse. une espèce de réaction qui n'est pas une réaction, c'est une réaction stratégique, je veux dire. Mhm. C'est une réaction Et intelligente. qui est pas du tout absurde, et qui est pas du tout. C'est pas, tu me gifles, alors moi je ne veux plus de toi. Tu me gifles, je te montre que si tu me gifles, je ne veux plus de toi. Comme ça, peut-être tu vas me reconsidérer après. Hein? Parce que les politiques ont besoin quand même de voix. Donc les ouvriers, ça pèse un peu. Maintenant, pour les ouvriers, en réalité, beaucoup d'ouvriers qui votaient à gauche ont arrêté de voter. Les passages vers l'extrême droite, il y en a, mais ils sont pas les plus gros, c'est ceux qui s'abstiennent. Quoi. Bon. Donc ça pour dire qu'il y a quand même un ancrage dans le comportement électoral qui s'explique, qui n'est pas chacun fait à sa tête. Et voilà, peut-être il y aura un ouvrier à droite, un ouvrier à gauche. Il y a des mouvements, quand on prend les grands nombres, hein, quand on prend les grands mouvements électoraux, il y a des mouvements qui s'expliquent. Pareil, comment ça s'est fait qu'il y ait des classes moyennes et hautes qui votent à gauche? Et ben, ce qu'il faut voir, disons, en France, il y a un poids spécifique. L'entreprise publique, moi, que ça en a été. Oui. La fonction publique, ça pèse encore pas mal. Et par rapport à ces mondes-là, même pour du travail qualifié, même pour des catégories intermédiaires, et même, y compris même pour des classes supérieures, liées à ces mondes-là, la gauche est moins menaçante
qu'à droite. Moi, j'avais été Donc, surpris dans votre bouquin quand on regardait les chiffres du vote des cadres. J'avais été surpris en regardant, je fais ah, il y a un survote à gauche chez les cadres. ben voilà, alors, sur les cadres, c'est intéressant parce qu'il y avait des cadres liés au monde de l'entreprise publique et de la fonction publique, etc., qui votaient à gauche, qui votaient beaucoup PS, Oui. mais ils sont quasiment tous passés chez Macron, ça. Hmm. Hein, il n'en reste plus beaucoup. Non, il y en a encore, j'exagère. Mais il y en a énormément qui sont passés chez Macron, par contre. C'est la, disons, c'est la partie bourgeoise du bloc de gauche que Macron a récupéré quand il a formé le bloc bourgeois. Mais donc là aussi, c'est pas, je veux dire, un cadre d'une banque privée a beaucoup moins de chances de voter à gauche Ouais. que quelqu'un qui est dirigeant dans une entreprise publique. Hein. Après, c'est pas évidemment, c'est pas mécanique du tout. Hein. Je répète, c'est des corrélations statistiques. C'est un raisonnement en probabilité. Après, vous pouvez trouver tout et n'importe quoi si vous prenez un individu. Ah oui, Bon. j'en ai dans le chat qui me disent, oui, là, j'en ai un qui me dit, je suis cadre dans une banque privée et j'ai voté Mélenchon. Bon, évidemment, oui, mais là, t'es dans mon chat, donc fatalement. Non, mais je veux dire, c'est normal. Mais oui, il y a toujours des, oui, Non, mais on il y regarde a des tendances, on regarde des, questions, voilà, on a des questions d'amitié qui peuvent jouer sur ça. On a familiales. des questions familiales qui peuvent jouer sur ça. On a des expériences de vie qui peuvent modifier le comportement politique. Je veux Des dire, espaces régionaux aussi, même. Comment? Des espaces régionaux aussi. Des espaces régionaux qui modifient les choses. Il y en a, si vous prenez un individu, qu'est-ce qui détermine ses comportements politiques? Mais il y a 40 000 variables. Okay. Et donc, sur un individu, on peut essayer de deviner, mais c'est vraiment. Mais par contre, quand vous prenez 40 millions d'individus, ben, il y a disons, des tendances statistiques qui ressortent des données. Hein. C'est pas quelque chose. Je veux dire, quand nous on fait avec Bruno Hamab, qui est mon co-auteur, et quand on fait des analyses en termes de groupes, on fait des analyses sur des statistiques. On ne les invente pas les groupes. Et on voit ressortir des choses quand on raisonne sur des dizaines de millions d'individus. Alors que sur un individu, évidemment, on ne peut pas savoir. Ah oui. C'est pas parce que vous me dites combien il gagne et quel boulot il fait que je vais vous dire comment il va voter. Hein, ça. Donc, non, mais cette question, elle était. Non, mais je suis content, très content de ta réponse parce que c'est vrai que il y a beaucoup de théories qui circulent dans l'espace médiatique et notamment à droite, avec de grands mots. Les ouvriers maintenant votent comme si, les commerçants machin, la droite ceci, les fonctionnaires cela, avec à la truelle en général, qui manque un petit peu de finesse sur ces questions-là. Et c'est vrai que la question du vote, elle est déterminée, elle est surdéterminée. C'est même un des trucs qui est le plus déterminé, mais notamment d'ailleurs la famille, ça compte énormément aussi, et puis ton métier, quoi. Ta place dans l'appareil de production. On a parlé justement des paysans qui, tant qu'ils se trouvent bien défendus par la PAC, etc., on vote aussi pour son intérêt de classe, quelque part, même si c'est un groupe social, une catégorie socio-professionnelle plus restreinte que juste la classe. Les classes populaires, c'est très vaste, comme tu l'as dit, les classes populaires. Et ta notion de bloc avait l'avantage quand tu constitues le bloc de gauche et le bloc de droite, et que vous dites dans le bouquin que eux-mêmes sont des coalitions dans lesquelles il y a des classes populaires et des classes moyennes supérieures et tout, mais pas les mêmes. Pas les mêmes, c'est plus fin, c'est plus compliqué que ça. Donc, quand on dit c'est pas les mêmes, juste pour rebondir sur ce que tu dis, c'est pas 100% d'une catégorie socio-professionnelle qui vote d'une certaine façon. Hein. Il y a des tendances. Donc, il y a des tendances, je veux dire, quand on voit, par exemple, que les ouvriers, c'est 20% de la population, okay? Et que l'abstention, enfin, c'est 20% de la population, et qui vote à 30% pour un certain parti, okay? On regarde l'écart par rapport à la moyenne. Okay? Enfin, je me suis mal exprimé. 20% de la population, c'est des ouvriers. Oui. Je vais faire un exemple que j'ai en tête. Prenons le groupe ouvrier. Ouvriers, 20% de la population. Sur les ouvriers, disons, il y en a qui s'abstiennent, il y a 12% qui votent. Okay? Après, vous regardez combien pèsent les ouvriers dans la base sociale d'un parti. Bon, si vous avez 20% sur l'ensemble de la population et que ça pèse 40% dans la base d'un parti,
Nous, on dit c'est un parti ouvrier, au sens que par rapport aux 20% de la moyenne, lui, il a 40% dans sa base. Donc, ils sont surreprésentés dans la base. Okay, mais ça ne veut pas dire que tous les ouvriers votent pour ces partis-là. Je m'explique. J'invente un exemple. 20% des ouvriers de la société française, imaginez un parti qui fait 3%. Okay, qui fait 3%. La moitié de ses électeurs, c'est des ouvriers. C'est 1,5%. Ben, c'est un parti ouvrier. Un truc comme le Parti communiste. Il a la moitié de sa base qui est ouvrière. Après, Julien Michy, qui a fait un article ce mois-ci dans Le Monde Diplo sur... notamment, il revient sur cette notion de parti ouvrier. Il se pose la question de savoir si le FN est devenu... Enfin, le RN maintenant est devenu un parti ouvrier. Il disait la grosse différence aussi avec ce qui me permet de qualifier le Parti communiste de parti ouvrier et qui ne me permet pas de le faire pour le Rassemblement national, c'est tout simplement que dans la base, d'accord, il y a des électeurs, mais dans les cadres et l'appareil, là, il n'y en a pas. Et que là, ça sent l'arnaque. Donc, est-ce que c'est encore un parti ouvrier quand le parti n'est pas gouverné par les ouvriers ou au moins que les ouvriers n'ont pas d'influence sur sa ligne politique? Oui, ça dépend de comment on définit un parti ouvrier. Hein. Si on regarde la composition de la base du Rassemblement national est très hétérogène, mais il y a une composante ouvrière importante. Pourquoi, même à ce niveau-là, pourquoi je ne le définirais pas comme un parti ouvrier, malgré la présence importante d'ouvriers dans sa base? Parce que dans la base du Rassemblement national, il y a aussi des groupes qui sont anti-intérêts ouvriers. Anti-ouvriers, tu dis? Pas directement anti-ouvriers, mais qui ont des intérêts qui, s'ils sont protégés, vont en direction strictement opposée à celle des intérêts ouvriers. Donc, vous voyez, un parti ouvrier, même si on reste à la composition de sa base, même si pas la totalité de sa base est ouvrière, on est d'accord? Mais un parti que moi j'appellerais un parti ouvrier, au-delà de la question qui est posée sur les dirigeants, qui est une question importante aussi. Hein. Mais bon, à ce moment-là, il n'y a plus de partis ouvriers du tout en France. Ah bah voilà. Mais même au niveau de la composition de la base, c'est différent d'avoir une composante ouvrière et une autre composante pour laquelle qui n'est pas ouvrière, mais pour laquelle on peut trouver un compromis, on peut trouver une médiation qui va dans la direction des intérêts ouvriers. Et donc ça, pour moi, c'est un parti ouvrier. Enfin, on peut le définir comme ça. Autre chose, c'est d'avoir un parti, comme le Rassemblement national, qui a dans sa base une composante ouvrière et une composante dont les intérêts sont strictement opposés aux intérêts des ouvriers. Et donc, quand on dit d'un parti que c'est un parti ouvrier, on s'imagine que s'il gouverne, il gouverne dans les intérêts des ouvriers. Ouais. Voilà. Alors qu'un parti qui a des intérêts aussi contradictoires dans sa base, quand il gouverne, qu'est-ce qu'il va faire? On ne sait pas. Alors moi, on a des doutes, oui, voilà, on se doute, nous. On a des doutes, mais bon, comme il n'a jamais gouverné, on ne peut pas en être sûr. Mais déjà, au niveau de la composition de sa base sociale, on voit bien que ce n'est pas du tout évident qu'il y ait une politique ouvrière. Ouais. Parce qu'il y a des ouvriers dans sa base, mais il y a aussi des gens qui veulent moins d'impôts possibles, moins de services publics possibles, plus de libéralisation possible, plus de privatisation possible, etc. Ouais, moins d'assistés parce que ça fait venir des Noirs et des Arabes, voilà. Moins de prestations sociales. Donc, même au niveau de la composition, c'est pas parce qu'on a 40% d'ouvriers dans la base que ça peut faire un parti ouvrier ou ça peut faire un parti pas ouvrier du tout. Ça dépend de qui est l'autre 60%. Tu as travaillé sur la notion de compromis de classe. J'aurais savoir, puisqu'on peut finir sur... là, ça fait déjà 1 heure qu'on discute, on peut finir sur un peu de prospective, regarder un petit peu ce qu'on a devant nous. Après le délitement du bloc bourgeois, ou en tout cas sa radicalisation à droite toute, donc du coup la fin de ce projet ni de droite ni de gauche, et ce projet néolibéral, tolérant sur les valeurs, etc. Non, il y a eu une radicalisation ferme, ça s'est notamment vu sur une question très précise qui est la question des musulmans. Du traitement des musulmans en France, hein. Alors il faut dire la laïcité, mais enfin bon, on sait qu'on parle des musulmans. Macron arrive avec une position souple, une position de laïcité ouverte, comme il dit. Et puis sa radicalisation là, elle est claire. Il a choisi son camp, c'est le camp de la réaction et le camp islamophobe de la droite conservatrice. Ça on voit. À gauche, est-ce que moi j'ai tendance à penser que cette question-là, justement. La question du racisme et la question de la lutte contre l'islamophobie, contre le racisme, contre les violences policières, ces 3 luttes qui quand même se tiennent la main,
elle peut être structurante pour recréer un bloc de gauche. Est-ce que tu as cette... Enfin, moi, c'est une de mes intuitions, mais est-ce que tu as ce même espoir ou tu penses que ça, c'est déjà un peu derrière nous? J'ai pas les mêmes espoirs, honnêtement. Alors, la question des musulmans que tu évoques, de la laïcité, etc., comment je l'interprète? Oui. Je l'interprète à partir de Macron en difficulté sur son programme à lui. Alors, imaginons que le programme de Macron soit la réforme néolibérale. Enfin, imaginons, c'est son programme. La réforme néolibérale. Il voit qu'il est en difficulté sur ces thèmes. Okay, sur la réforme des retraites, par exemple, il a dû au moins la congeler pendant un moment. Enfin, d'autres, il est bien avancé. La réforme des universités s'avance, la réforme du travail, c'est fait. La Mais bon, SNCF, oui. voilà. Donc, il voit bien que s'il met en avant ça, il est quand même ultra minoritaire dans l'opinion publique. Il est ultra minoritaire. Donc, qu'est-ce qu'il fait Macron? Il saisit l'occasion, parce que c'est ça la politique aussi, hein, on ne peut pas tout prévoir à l'avance, on attend les occasions, on essaie de... C'était Machiavel déjà, ça. Hein, et lui, il attend l'occasion pour crier sur autre chose, pour sortir de ça, qui est pour mes réformes et qui est contre mes réformes, parce que là, il est perdant. Il attend l'occasion, et l'occasion se présente, hélas, sous la forme d'attentats terroristes horribles, quoi. Et pour lui, c'est l'occasion de récriver sur autre chose. Les musulmans, ils en payent un peu les frais. Hein. Mais c'est une forme de cynisme. Maintenant, quand on fait de la politique, je veux dire, quand on regarde comment agissent ceux qui font de la politique, c'est pas Macron qui est spécialement cynique par rapport à d'autres. Donc, il voit l'occasion de récriver, parce qu'évidemment, un prof qui se fait décapiter, ça crée une émotion énorme, quoi. Donc les gens sont réceptifs. Et c'est normal, heureusement que ça crée une émotion énorme. Hein. Et puis c'était un prof aussi. C'est un prof, donc il y a un tas de symboles sur l'école républicaine qu'on peut mettre là, les valeurs républicaines, etc. Donc il exploite l'occasion. Il exploite l'émotion sincère des gens sur un événement comme ça pour récriver sur autre chose. Et c'est pour ça que la laïcité est mise en avant, non pas que Macron se jette sur la laïcité comme si c'était un thème qui était déjà là. Non. Okay? Il fait émerger ce thème en profitant des événements qui lui permettent de le faire. Même s'il faut rappeler que le projet de loi sur le séparatisme, c'était avant l'attentat contre Samuel Paty. Il était déjà dans les cartons. Oui, mais c'était déjà dans un climat dans lequel, oui, c'est pas la seule occasion. La question de la laïcité a été identifiée depuis un moment, de la laïcité au sens printemps républicain du terme, disons. La laïcité comme arme de guerre contre l'islam. Et contre la gauche, d'ailleurs, aussi. Depuis 89. Mais justement, ça a été identifié comme un thème qui divise la gauche. C'est pas par hasard, je veux dire, c'est parce que sur la thématique de la réforme néolibérale, il s'est retrouvé en difficulté, en position minoritaire, qui réécrivent sur un autre thème dans lequel il sait que l'adversaire est plus en difficulté. Et c'est pour ça que je dis, bien sûr, la gauche doit s'opposer à ça, et doit s'opposer à la matraque utilisée, enfin la matraque, pas seulement la matraque, et toutes les autres méthodes policières qui sont en train de devenir monnaie courante en réalité depuis Hollande déjà, mais voilà, ça va de pire en pire. Et la gauche, elle doit s'opposer sur ça, parce qu'il y a des intérêts faibles qu'il faut défendre. La gauche, la vocation de la gauche est de défendre les intérêts des faibles. Mais je ne pense pas qu'il faille accepter ces mouvements, cette nouvelle configuration de l'espace politique qui est impulsée par Macron. Ouais. Je ne pense pas qu'il faille aller dans cette direction. Je pense pourquoi je pense qu'il ne faut pas accepter ça? Parce qu'on lui laisse l'avantage. Hein, parce que c'est un peu triste à dire, mais quand on voit des images de violences policières à la télé, il y a une partie de la population française qui dit c'est pas possible, quoi. C'est pas possible que la police soit utilisée de cette façon-là, mais je pense que c'est notre position. C'est une position minoritaire, très minoritaire. Il y a un tas de gens
il y a une majorité de la population française qui dit bon, oh, c'était temps quand même d'en finir avec tous ces désordres. C'était temps, je n'invente pas, hein, ça se voit dans les sondages qui sont effrayants, les sondages. Il y a des sondages sur est-ce que vous seriez pour confier tous les pouvoirs à un chef, et vous avez 75% des Français qui disent oui. Sur la question c'est évidemment que la gauche doit défendre la démocratie, évidemment qu'elle doit défendre les minorités discriminées, évidemment qu'elle doit se battre contre les violences policières, évidemment. Mais il faut pour pas toi, rêver, si on a fait ça, si je te comprends bien, si la gauche veut avancer, c'est pas ce clivage-là pour toi qui est pertinent parce qu'il divise au sein même de la gauche encore un petit peu. On voit bien d'ailleurs, il traverse ce clivage-là, traverse les écologistes, a largement gangréné le PS, etc. Mais c'est davantage, il faut se reposer sur le fait que pendant les mouvements des retraites, contre le réforme des retraites, il y avait un soutien massif de la population envers les grévistes. Pendant le mouvement des Gilets jaunes, il y avait un soutien aussi de la population envers les Gilets jaunes. Et pour toi, c'est sûr, il faut que la gauche retrouve, donc, soit intransigeante sur ces questions-là, certes, mais c'est pas là-dessus qu'elle peut gagner quoi que ce soit. Il faut repartir sur le social, le social, le social. Je pense exactement comme Macron fait tout pour pousser vers un débat politique qui serait autour de l'immigration, laïcité, islam, etc. Mais la gauche, exactement pour les mêmes raisons, elle doit insister pour que le débat soit sur le travail, sur les retraites, sur les services publics, sur les salaires, etc. Il ne faut pas accepter passivement de jouer sur les terrains choisis par l'adversaire. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut laisser faire, qu'il faut tranquillement accepter que la police se comporte comme elle se comporte. Bien sûr qu'il faut réagir. Ou il ne faut pas accepter tranquillement que la laïcité soit détournée de sa signification pour devenir une arme de guerre contre une partie de la population. Évidemment qu'il ne faut pas laisser faire. Mais il faut essayer de garder au cœur du conflit politique en France les questions sociales qui portent sur le travail, qui portent sur la santé. Les services publics. Qui portent sur les hôpitaux, qui portent sur les écoles, qui portent sur les universités, qui portent sur le niveau des retraites, qui portent sur l'âge à laquelle on part à la retraite, etc. C'est des questions qui intéressent les Français. Je veux dire, c'est pas un combat incroyablement compliqué à gagner. Si vous sortez un peu du cercle, des cercles militants et des réseaux sociaux qui sont fréquentés beaucoup, mais pas par la majorité, et vous demandez dehors, mais est-ce que tu te sentirais plus concerné par la question de la laïcité ou par la question des retraites? Est-ce que tu te sens plus concerné par les hôpitaux ou est-ce que tu te sens plus... Je veux dire, c'est des thèmes sur lesquels on peut se battre. Et on peut reconstituer un compromis de classe avec des forces de gauche dont on voit qu'elles sont largement embourgeoisées ou au moins à moitié. Donc je repense aux mêmes, Europe Écologie Les Verts, le Parti Socialiste. Ils vont pas suivre du tout une gauche de conquête là-dessus. Ou alors, ce qu'on peut craindre, c'est qu'ils vont nous proposer une version édulcorée de on va réparer un petit peu les dégâts de Macron... tout en maintenant un système néolibéral tout de même brutal. Si on garde au cœur du conflit politique ces questions-là, on verra la gauche se redéfinir toute seule. C'est pas, moi, je ne me casse pas la tête pour savoir combien de polos, combien de socialistes ou combien de, je ne sais pas, de communistes ou de je ne sais pas quoi. Si le combat est celui-là, on verra vite qui est d'un côté, qui est de l'autre. Mais l'essentiel, c'est que le combat soit celui-là. Moi, je m'intéresse honnêtement, c'est un mouvement, l'autre mouvement, un leader politique, un autre leader politique, je suis assez indifférent à tout ça. Je pense que si le combat est celui-là, et que la gauche, c'est celle qui défend, disons, les modèles sociaux, les services publics, la retraite à un âge raisonnable, le pouvoir d'achat des classes défavorisées, etc., on verra qui est d'un côté et qui est de l'autre. Et en même temps, il ne faut pas se casser la tête. Et je pense qu'il y a dans les paysages politiques français, s'il y avait une vraie position ferme sur les questions dont on a parlé,
Je veux dire, sans rien laisser passer du côté des violences policières, sans rien laisser passer sur la discrimination, sur des bases religieuses, etc. Rien. Mais qu'après, les programmes est hyper clairs sur ces questions-là, je pense que la gauche aurait même une chance de gagner. Mais je veux dire, en 2022, ça ne me paraît pas hors de portée, parce que sur ces questions-là, il y a une partie importante de l'opinion publique qui n'est pas pour la réforme néolibérale du tout. Donc il faut y croire, mais il ne faut pas, je répète, il ne faut pas laisser Macron et la droite et les pseudo-socialistes qui sont des soutiens de Macron, quoi, parce qu'on voit bien que le Parti socialiste dans sa totalité, je ne sais pas, mais que Anne Hidalgo soit un soutien de Macron, c'est une évidence, quoi, et en même temps, il y a toute une frange de la... Pas laisser ces gens-là définir le terrain des jeux. Voilà, oui, mais je vais donner quand même un contre-argument, c'est-à-dire qu'il y a aussi toute une frange des classes populaires dans les quartiers populaires, des jeunes notamment, qui sont pour lesquels la lutte contre les discriminations racistes, la lutte contre les violences policières ou l'islamophobie que peut subir leur daronne ou je sais pas quoi, pour eux c'est extrêmement concret, là où les promesses sociales de la gauche sont des choses abstraites. Parce qu'ils n'ont connu que des déceptions. Pour eux, la gauche et la droite, c'est pareil. Et de toute façon, à la fin, ça va retomber sur leur gueule. Et ils ont vu leurs parents se tuer à la tâche, gouvernement de droite ou gouvernement de gauche. Donc pour eux, il y a des parties de la population pour lesquelles c'est très concret, ces questions-là. Oui, mais je ne dis pas qu'elles ne sont pas des questions concrètes. Hein. Je dis qu'il faut être... Enfin, d'un côté, je veux dire, il ne faut pas laisser des marges... des compromis sur ces questions-là, il faut être extrêmement ferme, aussi pour des questions d'idéalité, disons, hein, mais aussi parce que, comme tu dis, c'est des questions, je veux dire, sur ces thématiques-là, ce n'est pas les classes bourgeoises qui vont payer une politique qui deviendra plus fortement discriminatoire qu'elle ne l'est déjà. Quand Macron annonce ce qu'il annonce sur la laïcité, c'est des classes populaires qui vont payer sa politique. Hein, donc je ne dis pas, si les projets de la gauche, c'est de créer une alliance et d'impulser des projets qui sont favorables aux classes populaires, évidemment, ces dimensions-là doivent être intégrées. Et c'est très, très bête de les opposer. Il n'y a aucune raison de les opposer. Je veux dire, ceux qui opposent la défense des classes populaires à la lutte contre les discriminations, ils ne savent pas que la discrimination, c'est les classes populaires qui en sont victimes. Donc ça ne veut rien dire d'opposer les deux. Oui. Donc, dans les projets de la gauche, évidemment, il n'y a pas de médiation possible sur ça. En même temps, je répète, si on met au premier plan seulement ça, c'est noble. Moi je veux dire, au niveau individuel, j'adhère. Mais on se condamne à l'échec. Oui, non, il n'était pas question de mettre ça au premier plan. Je vais préciser peut-être ce que je voulais dire. Pour moi, ça reste des questions fondamentales, notamment parce que j'ai l'impression que les clivages se recoupent. J'ai l'impression aussi que à gauche, plus la gauche est bourgeoise, plus elle va être islamophobe. Plus la gauche est bourgeoise, plus elle va avoir tendance à adhérer à du Manuel Valls, à du sécuritaire, à du voilà, et que au contraire, plus elle est proche des classes populaires, plus elle va être proche aussi de ces thématiques-là, même si elle n'est pas directement touchée, parce que de toute façon, dans les classes populaires, je veux dire, les classes populaires sont pas uniformément blanches, mais le monde ouvrier évidemment ne l'est pas. Dans tous les endroits où il y a beaucoup d'exploités, il y a beaucoup de populations racisées aussi, et c'est les collègues, et c'est les gamins avec lesquels les gamins vont à l'école, etc. C'est des populations très mélangées. J'ai l'impression que c'est un marqueur populaire, en fait, la lutte contre les violences policières, d'autant plus depuis qu'il y a eu les gilets jaunes aussi, où là, voilà... Moi, j'ai l'impression aussi que c'est un bon marqueur si vous n'êtes pas très sûr de savoir si vous avez affaire à un interlocuteur qui est prêt à faire un vrai programme de gauche. Ces positions-là sont un bon marqueur de la gauche bourgeoise, justement. Je suis presque entièrement d'accord. Il y a un truc sur lequel je suis d'accord, je le répète parce qu'on ne dit pas assez, c'est que cette idée que le racisme, c'est un truc de classe populaire, alors que les classes bourgeoises, non. Enfin, je veux dire, les classes bourgeoises sont plus malines quand elles répondent aux sondages sur ces questions-là.
ok, parce qu'ils soignent mieux leur image que les classes populaires. Maintenant, il suffit de se balader dans le 16e arrondissement à Paris pour voir qu'est-ce que c'est, quoi. Hein? Est-ce qu'il y a un noir qui habite... Et donc, ce n'est pas des classes populaires qui habitent au 16e arrondissement à Paris. Enfin, j'ai dit ça, mais j'aurais plein d'exemples du même type. Et donc, la discrimination dans l'accès au logement dans le 16e est pratiquée. Je dis le 16e, hein, mais je pourrais vous citer les quartiers blancs que je connais, les quartiers noirs, les quartiers arabes, etc. Et ce n'est pas les quartiers bourgeois qui sont les melting pot Ah bah non, en France. non. Donc ça, c'est vrai. Les racismes, hélas, il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup aussi dans les classes moyennes et hautes. Maintenant, les points sur lesquels je ne suis pas à 100% d'accord avec toi, c'est que l'attente, la demande de sécurité, d'ordre, etc., elle vient aussi pour partie des classes populaires. Peut-être pas, enfin, les classes populaires elles-mêmes sont composites. Hein. Donc, il y a des classes populaires, disons, plus éloignées des centres urbains, qui portent aussi une demande. Tu as raison que probablement les Gilets jaunes, ils ont changé un peu. Je veux dire, ils ont vécu en première personne les violences policières, donc ils n'ont peut-être plus le même type d'attitude vis-à-vis de ça. Mais il y a quand même une demande d'ordre qui vient aussi. Je veux dire, si c'était seulement les classes bourgeoises qui demandaient de l'ordre, ça serait beau. Ouais, tu vois, de l'ordre, de la sécurité, de la matraque, si ça venait seulement des classes bourgeoises, ça vient beaucoup des classes bourgeoises. Hein, je suis d'accord avec toi, surtout qu'après les Gilets jaunes, il y en a qui ont vraiment pris peur. Les foulards rouges, c'était quelque chose. Qu'ils ont vraiment pris peur qu'il y ait quelque chose qui puisse se passer qui leur fasse perdre leur position privilégiée. Donc ils sont devenus très agressives et méchantes. Mais il y a aussi une demande d'ordre qui vient des classes populaires. Maintenant c'est plutôt les classes populaires qui sont historiquement liées à la droite. Quoi. Oui, bien sûr. Et qui existent et qui sont fortes aussi. Hein. C'est vrai que dans la partie de la population pas trop favorisée qui, peut-être pas aujourd'hui, mais qui culturellement, disons, se reconnaît dans la gauche, cette demande de sécurité, de matraque est très faible. Et alors du coup, tes perspectives, on va terminer là-dessus. Tu disais, moi j'aime bien entendre ça parce qu'autour de moi j'entends un peu tout et n'importe quoi, et notamment des constats très pessimistes sur le fait que rien n'était possible en 2022, notamment parce que alors Mélenchon s'est présenté trop tôt. Alors moi ce que j'aime bien avec toi, c'est que du coup ça t'intéresse pas les formations politiques, toi ça dépend quel programme on propose et quelle coalition de classe on compose. Et notamment ça a été le pari de Mélenchon, quoi. C'est-à-dire tant pis pour les étiquettes, tant pis pour les grands sigles, tant pis pour les grandes familles politiques. On va composer une coalition. Alors voilà, c'était la stratégie populiste de gauche. Mais bon, ça c'est 2022. Pour toi, il y a encore un truc jouable, sans doute du côté de Mélenchon et de cette stratégie-là. J'imagine que tu es pas dans les trucs d'union de la gauche, machin. Ça va dépendre du programme avancé par les forces de gauche et de qui va se rassembler autour de ce qui va rester, ce qui se présente d'ores et déjà comme le socle de base de la force de gauche aux prochaines élections. Mais alors ça c'est pour la première question. 2022, Mélenchon autour, oui, comment, avec quel programme, comment. Et la deuxième question, c'est et en attendant. Et en attendant, parce que 2022, bon. On disait en 2017, parce qu'il y avait eu les mouvements loi travail, on disait 2017 n'aura pas lieu. On disait ça en 2016. 2017 n'aura pas lieu. Si ça se trouve, là, avec le Covid, avec plein de trucs, avec la radicalisation terrible de Macron et de ses sbires, si ça se trouve, 2022 n'aura pas lieu. Comment, voilà, c'est très vaste, mais avec 2022 et sans 2022, qu'est-ce qui peut se passer? Comment est la France selon toi ta carte blanche là, vraiment. J'ai cadré vite fait, mais pas beaucoup, j'avoue. Écoute, oui, je vais essayer de répondre justement sans parler de Macron, Mélenchon, enfin un peu, mais en termes d'espace politique. Alors, mon analyse, c'est que c'est la crise politique dont on parlait avec Bruno dans le bouquin, elle n'est pas du tout résolue. Ah non. Oui. Au sens qu'il n'y a pas un espace qui permettrait d'agréger
un soutien vraiment majoritaire autour d'un projet. Hein. Alors, qu'est-ce qui existe? Il y a une série d'espaces qui existent. Certains sont occupés, d'autres moins. Mais c'est des espaces, ils sont tous minoritaires. C'est même pire qu'en 2017. Hein. En 2017, pour ceux qui s'en rappellent, il y a eu 4 candidats entre Autour des 19 et 20%, 24. quoi. Ouais. Voilà, 4 différents. Hein, Mhm. ça donne une idée de la fragmentation. Cette fois, ça pourrait être encore pire. Donc, qu'est-ce qui existe comme espace? Il y a l'espace Qui est pas du nouvelle, hein, la rencontre. fragmentation en quatre, c'est pas nouveau. On regarde la composition de l'Assemblée sous la Quatrième République, on voyait le même genre de répartition qui est finalement classique, enfin classique, qui est pas absurde en France en tout cas. C'est nouveau sous la Ve République. Oui, 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 oui. Faut remonter un Donc peu. c'est sur une histoire d'une cinquantaine d'années. Mm. Et enfin, dans les derniers demi-siècles, hein, c'est pas rien. Et donc, quels espaces existent? Donc, il y a l'espace occupé par le Rassemblement national qui a les limites que j'ai dit, disons, qui s'est structuré comme un espace d'opposition, en gros, mais qui n'a aucun programme de gouvernement. Zéro. Enfin, après, on dit bah, c'est Marine Le Pen qui n'est pas préparée, qui n'est pas bonne. Oui, mais je voudrais voir un autre à sa place. Quoi. Je veux dire, quand on a derrière une base sociale dans laquelle il y a tout et le contraire de tout, aller s'exprimer au nom de cette base, c'est compliqué. Hein. On peut taper sur les immigrés et dire la nation, mais aller un peu au-delà de ça et parler vraiment de programme. Est-ce que c'est ce que tu as pu constater en Italie avec le programme, le mélange, la coalition Salvini 5 étoiles tu as constaté que c'était ça, que c'était trop contradictoire Parce que bon, en Italie, il y a eu quelque chose qui est arrivé un petit peu comme ça. Oui, mais c'est assez différent. C'est Quand pas même. pareil. Je me doutais. Je ne vais pas répondre à toute vitesse, mais la Ligue ressemble un peu au Front National aujourd'hui, okay? Mais elle a une base très forte dans la partie productive de l'Italie, qui est une base quasiment de droite modérée, bizarrement. Hein, Salvini, c'est un outrancier, disons, hein, surtout sur l'immigration, etc. Mais une partie de la base, économiquement, hein, une partie de la base électorale de la Ligue, par exemple, est très pro-européenne. La partie du nord de l'Italie, mais Ah bah même oui, si oui. l'Italie, je veux dire, même si on regarde les effets de l'unification monétaire en Italie, c'est catastrophique, mais toute la petite et moyenne entreprise du nord de l'Italie est tellement intégrée avec notamment l'Allemagne, enfin, au niveau pas seulement au niveau exportation, hein, vraiment intégrée au niveau des cycles productifs, qu'ils ont très très peur d'une rupture en Europe qui ne serait pas gérée. Quoi. À la limite, si on leur présentait un plan concordé, géré à l'avance, sur lequel c'est des entrepreneurs. Quoi. Donc ils vont pas. Et après, il y a une autre partie que Salvini a conquis au nom de la Ligue, qui est une partie plus populaire dans le centre et même dans le sud, ce qui fait qu'aujourd'hui, au niveau de la contradiction d'intérêt à l'intérieur du parti, la Ligue est un peu semblable au Front National, mais on sait où va la Ligue, parce que c'est la partie nord, c'est la partie Riche. ancienne de la Ligue qui compte. Voilà. Donc on sait que les autres ils sont en position, ils sont là pour faire chiffres, mais on sait que les électeurs de la Ligue du centre et du sud ne comptent rien dans les partis. Et Salvini, c'est un peu un homme image, mais c'est qui décide dans les partis. Et, bon. Donc, alors que dans le Rassemblement national, il y a une vraie incertitude stratégique. Je veux dire, la Ligue, la différence, c'est que la Ligue, 3 fois avec Berlusconi, une fois avec les 5 étoiles, a gouverné plein de fois en Italie. Donc, Elle est on mieux sait intégrée à la droite. Ouais. Ah, c'est un parti de droite libérale. Il y a pas... Alors que le Rassemblement national, un peu parce qu'il n'a jamais gouverné, et aussi parce qu'il sait qu'il n'a pas beaucoup de chances de gouverner, il ne se soucie pas de se donner un programme de gouvernement. Hein? Donc bon. Les 5 étoiles, c'est encore une autre histoire encore différente. Ça, on n'a pas d'équivalent, nous. Donc. Non, je crois qu'il n'y en a pas. Mais donc, en France, il y a cet espace-là qui est un espace d'opposition pour l'instant. Et si jamais Le Pen gagnait, il faudrait qu'elle décide quoi faire, mais au moment où elle décide, elle perd la moitié de sa base. Bon. Donc ça ne va pas loin. Et il y a Macron qui s'est resitué dans l'espace de la droite
il s'est replié sur l'espace de la droite pour ne pas s'effondrer. Hein, mais il s'est replié sur un truc qui était en crise, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une partie de la droite qui demande de la protection et une autre partie de la droite qui demande le contraire, hein, qui demande de continuer sur la réforme libérale. Donc la droite, ce n'est pas non plus un socle très solide. Hein. C'est-à-dire, vous regardez les résultats électoraux des candidats de droite à la présidentielle, mais ça descend tout le temps. Ce n'est pas par hasard. Ils perdent des bouts vers le Front National, ils perdent d'autres bouts ils ont perdu vers Macron, parce que c'est une base divisée. Bon. Donc, ce n'est pas un projet d'avenir. La droite, c'est un vieil espace qui existe toujours, mais qui est fracturé en son sein. Après, l'espace bourgeois, c'est le troisième espace qui est en crise. Peut-être que c'est Macron, soit si Macron dit moi je suis le candidat de la droite, cet espace sera disponible. Si Macron s'effondre complètement et qu'il n'est pas dans les conditions de se représenter, c'est qui peut arriver aussi. Cet espace sera disponible et c'est possible qu'il y ait quelqu'un pour occuper, même si... Même deux personnes d'ailleurs. Voilà. Mais ce n'est pas non plus un espace confortable. Parce que comme on l'a dit, c'est un espace qui était déjà restreint au départ et qui est encore plus réduit aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard si Macron par ailleurs. Et donc, si quelqu'un veut dire, OK, Macron il n'est plus là ou il est devenu le candidat de la droite, je me présente, je vais au pif. Il va faire 12-13%. C'est Hidalgo, s'il prend la place qui était celle de Macron. Donc, ce n'est pas non plus... Hein. Et après, le quatrième espace qui reste avec tout ça, ça serait l'espace de la gauche antilibérale. Bon. Et c'est pour ça que je dis qu'on regarde pourquoi la gauche antilibérale qui se bat contre trois adversaires faibles. Le bloc bourgeois, il est faible, la droite, elle est faible, au point qu'elle n'a même pas un candidat, et le Rassemblement national n'a aucun programme. Donc, ce n'est pas un adversaire qui fait énormément peur. Bon, donc, je ne dis pas que la gauche antilibérale a une autoroute devant, mais c'est un truc qui est jouable à condition d'avoir des idées claires sur, non pas simplement l'espace qu'on veut occuper, l'espace qu'on veut créer pour pouvoir... Hein? C'est pas juste que déjà, non, si on ne fait rien et que pendant une année et demie, on va parler immigration, insécurité, musulmans, laïcité, c'est mort. Mais c'est une des raisons qu'invoque Jean-Luc Mélenchon quand il dit qu'il a lancé sa campagne aussi tôt. On sait que Mélenchon dit autour de lui qu'il pense disposer d'un trou de souris pour 2022. C'est à peu près ce que tu dis. C'est jouable, il y a un truc de jouable. Et il a démarré sa campagne tôt précisément parce qu'il dit qu'il a besoin de temps pour installer ses thèmes, installer sa campagne, créer cet espace, comme tu le dis. Il est parti un petit peu sur la stratégie que tu décris. Oui. Après, moi, je ne suis pas un spécialiste du tout en stratégie. Est-ce qu'il est parti... Ce qui est sûr, disons, l'avantage de partir tôt, c'est qu'il se donne une chance d'installer ses thèmes à lui. Et le désavantage, c'est qu'il, on le voit, il se fait tirer dessus de tous les côtés, quoi. Par tout le monde, voilà, avec des trucs à la télé ignobles, comme comment s'appelle le complément d'enquête, avec des ministres, ce qu'il n'y a pas, je l'ai vu dans les points hier, qui dit Mélenchon défend les islamistes, enfin des trucs comme ça, mais tous les jours. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne stratégie. Et je ne sais pas dire si c'est bien de partir tôt. Moi, je pense qu'il ne faut pas non plus confier cela à un homme. Hein. Ce n'est pas Mélenchon qui va créer et occuper l'espace de la gauche antilibérale. Il faudrait qu'il y ait un peu de conscience à gauche, un peu de conscience diffuse, que c'est ça la stratégie qui peut marcher et qui a un sens aussi politiquement, qu'il soit très nombreux à se faire cette réflexion. Hein, c'est pas il y a un homme qui nous sauvera, qui va nous sortir de tout ça. Non, mais pour l'instant, c'est la base électorale. Je t'ai vu, je sais plus si c'était toi ou si c'était ton collègue Bruno Amable qui développait ça sur Twitter. Il y a une base, il y a un socle de 13%. Construire, c'est nécessairement construire autour de ce socle antilibéral. Ça, c'était moi, je pense. C'était toi, ouais. Oui, c'est qu'au-delà des épisodes un peu des points
bizarres dans la dynamique qui ont été la présidentielle à 20% et les européennes à 6%. Oui, En c'était toi. réalité, on voit que c'est toujours autour de 13-14%. Quoi. Hmm. Bon, après, on peut expliquer aussi pourquoi un coup c'est parti à 20, un coup à 6. Mais Ah. Oula. Oula. Merde. On allait conclure sur Jean-Luc. Alors attends. On va essayer de finir quand même. Ah, retour. Non, pas retour. Si, retour. Très bien. oui, moi, je te vois, mais je ne me vois pas. Alors, ça m'inquiète. Faut recliquer sur vidéo en dessous des Ah oui. noms. Voilà. Ah, je suis passé au-dessus. Tout à l'heure, on était à côté, maintenant, tu es en bas. Voilà, Bon, bah, enfin, bref. moi c'est bon, c'est à la même place chez moi. Et, Donc oui, je disais, c'est pas que non, c'est pas que je veux me focaliser absolument sur Mélenchon, je dis juste que le parti, en l'occurrence, il est là, le parti qui peut autour de lui agréger ou pas. Mais là où t'as raison, c'est que, en effet, il y a une responsabilité aussi collective, y compris à peser nous sur sur ce parti déjà constitué, cette organisation politique qui sont qui est le parti de la France Insoumise, pour aller sur une ligne qui puisse gagner. Il y a une responsabilité collective aussi. la France insoumise s'est constituée autour de l'idée de faire exister une gauche antilibérale en France. Mm. Donc évidemment, qu'elle occupe une position centrale de ce point de vue. Voilà. Maintenant, je répète, moi je pense que pour que ça marche, il faut, enfin j'en sais rien, je vais dire des choses qui vont... Peut-être que chez les écolos, il y en a qui peuvent raisonner sur ça. Enfin, pas Jadot. Okay? Mais peut-être que d'autres peuvent raisonner politiquement. C'est un raisonnement politique qu'il faut faire, ce n'est pas l'adhésion à un chef. Peut-être que chez les socialistes, il y en a qui peuvent raisonner. Montebourg, il peut raisonner sur ça. Hein? Et peut-être qu'au nouveau parti anticapitaliste, à la lutte ouvrière, peut-être que la République souveraine, tu vois, c'est un raisonnement politique. Il faut se rendre compte que si on rentre dans le jeu tel qu'il impulse Macron, on s'est fait massacrer et on part pour 10 années de réformes néolibérales. Il faut se rendre compte qu'il y a une possibilité de contrer ça. Bon, maintenant, je répète, si on rentre dans des trucs que moi j'aime bien Mélenchon, moi je ne sais pas, mais si on discute, est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que c'est la mauvaise personne, chacun a ses... De toute façon, il est là. De toute façon, il est là, on n'a pas le choix. Objectivement, la France insoumise occupe une position centrale, à la fois parce que c'est constitué pour ça. Enfin, je veux dire, quand ils ont fait le parti de gauche d'abord et la France insoumise après, c'était quand même l'idée, la gauche, point, c'est mort, parce qu'une partie de la gauche est devenue de la gauche libérale, et nous, on va faire exister la gauche antilibérale. Donc, c'est constitué sur ça. Il n'y a pas d'autres partis qui sont constitués sur ces bases. Avec une volonté de gouverner et un programme de gouvernement. Voilà, donc ça lui donne la position centrale. Moi je ne suis pas à la France insoumise, mais c'est une évidence de dire ça. Je veux dire, qui d'autre occupe cette place centrale-là? En même temps, je répète, je ne suis pas dans la position de dire faisons tous confiance à Mélenchon, parce que ce n'est pas comme ça, c'est dans les débats. C'est pas Mélenchon pour doué qu'il soit, parce que je le trouve doué. Même avec ses limites, mais politiquement, il est doué. Mais ce n'est pas une personne qui peut orienter autrement les débats en France. Hein? C'est un travail collectif d'orienter sur des thèmes de gauche, je veux dire, sur des clivages sur lesquels la gauche peut s'affirmer. C'est un travail collectif. Bon, après, qui sera le candidat à la présidentielle? Ça sera le mieux placé pour cette gauche-là qui sera le candidat. Ce sera très probablement Mélenchon. Mais je pense que soit il y a cette prise de conscience-là, dans la gauche antilibérale, hein, qui, pour moi, n'a pas de frontières d'un parti, qui est certainement l'âme de la France insoumise, mais qui est présente dans plein d'autres... Oui, c'est un espace politique qui va plus loin que la France insoumise. Ouais. Oui, je pense. Et voilà, parce que si ça devient les écuries présidentielles, etc., ça va pas loin. Je pense qu'il faut une vraie réflexion, une vraie prise de conscience, et que à ces conditions-là, c'est jouable. Bon, bah très bien. Bah merci beaucoup pour cet entretien. Je pense que le chat est
a trouvé ça intéressant. Je crois que je sais plus combien de temps, on a dû y passer 1 heure et demie. Moi, ça me paraît très bien pour une discussion où on a pu développer quelques trucs. Oui, c'est ça, il est 34, c'est parfait. Eh ben, merci beaucoup d'avoir accepté de venir discuter ce soir. Et, Merci à toi de m'avoir écouté, à tous ceux qui ont eu la patience de m'écouter. 1 heure et demie, c'est long. et donc, il y a un nouveau bouquin, parce que là, bon, là, je suis sur Suite 2017, mais il y a un nouveau bouquin en ce moment où... Alors, il y a un nouveau bouquin en phase très, très, très de conception, disons. D'accord. C'est pas prêt de sortir. Et je vais pas, je vais pas inventer beaucoup de copies en disant que ce sera un bouquin surtout théorique, quoi. Ça ne serait pas appliqué comme ça. Donc, ça sera un cadre. On essaye de donner le cadre de la réflexion théorique que nous utilisons pour nos travaux. D'accord, même Mais avec Bruno Amable, c'est toujours. nous y travaillons avec Bruno en ce moment. Oui. D'accord, bon bah très Voilà. bien. Bah, peut-être que je pourrais te re-recevoir d'ici 1 an ou 2 pour reparler de ça, si cette chaîne Twitch est toujours vivante. Si on est toujours vivant, voilà. Essayons de rester vivants. Voilà, ce sera déjà un beau message. Eh ben merci, bah, tu peux raccrocher, moi je vais dire au revoir aux gens, et puis bah, merci beaucoup pour cet entretien. Alors, excuse-moi, dernière chose pour raccrocher. Bah il y a un petit bouton, il y a un bouton rouge en dessous. Voilà, si tu mets le curseur par-dessus les caméras et tout, voilà. J'ai trouvé. Bonsoir à tout le monde. Bonne soirée, merci. Et bah voilà. Et bah voilà. Est-ce que je continue un petit peu avec vous? Comment je suis? Moi, je suis crevé? Je suis pas crevé? Qu'est-ce que je fais? Je suis un peu crevé quand même. Ah ouais, non, je suis crevé de ouf. Donc je vais pas continuer avec vous. Je vais pas continuer avec vous, mais on se retrouve très vite. Il y a encore plein de choses à faire. Nous, on est en... Ah oui, non, si, on peut regarder... Non, mais même, je suis fatigué. On fera ça demain. On fera ça demain, voilà. On fera ça demain. On va regarder le OLG interdit. Si vous l'avez loupé, ouvrez les guillemets d'aujourd'hui, et vous l'avez probablement loupé parce qu'on a eu des petits problèmes, plein de problèmes. D'abord, t'as YouTube qui a craché pile à l'heure de sortie du truc. Ensuite, quand on a pu uploader, merci Lucien Lanard. Tiens, je vais remercier, pendant que j'y suis là, je vais remercier tous les gens qui ont sub pendant le truc. Si vous avez vu, hop, attends. Non, bah c'est pas grave. Si vous avez vu que le OLG a fini par se faire striker, enfin il s'est fait instant strike pour un extrait de Norman. Donc bon, il est en ligne, il est sur Mediapart. Je vous mets le lien on peut le trouver aussi sur mon Twitter évidemment, et je vous mets le lien dans le chat. Où ça? Ici. Voilà. Hop, le lien direct vers la page Vimeo pour le coup qui héberge la vidéo cette semaine-ci. Mais c'était bel et bien le dernier OLG de 2020, donc on en profite pour faire le bilan de 2020, une année angoissante, c'est le titre de la vidéo. On revient sur 12 mois, parce que vous souvenez-vous seulement de ce qui se passait et de ce dont on parlait en janvier. Vous souvenez-vous de ce que Macron nous avait annoncé dans ses vœux. Voilà, je mets le lien dans le chat. Vous souvenez-vous de ce que nous, on avait comme prémonition à ce moment-là, et puis ensuite en février, de quoi on parlait, et puis mars, et comment les choses se sont enchaînées, à partir de quand, vous vous souvenez à partir de quand on a parlé de la deuxième vague et elle avait commencé à devenir certaine? On est revenu là-dessus, sur plein d'autres choses, sur les Césars, on est revenu sur évidemment les manifs antiracistes, anti-violences policières, on est revenu sur plein de trucs, à travers plein de vidéos, du React, oui, alors il y a du React au début, mais ensuite c'est juste du React, et puis quand même quelques points de vue, et quelques extraits pour se rappeler un petit peu de cette année-là, et l'enterrer pour de bon, pour passer à la suivante, en espérant qu'elle sera un peu plus enthousiasmante, voilà. Donc je vous ai mis le lien dans le chat, je vous le remets aussi, hop. Pourquoi il fait le mec Norman? Mais c'est pas Norman, c'est son agence de merde, là, Talent, je sais pas quoi, votre vidéo a été strikée par Talent truc. Parce on a pris une vidéo de Norman aussi pour une des périodes de l'année, vous verrez bien laquelle. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, je voulais remercier les gens qui avaient soutenu la chaîne pendant le live. Évidemment, je vous remercie pas pendant le live, pas quand j'ai un invité, ce serait relativement mal poli. Donc, je descends un petit peu, comme ça je remonterai après. Il y a 2 heures, voilà, il y a 2 heures. Donc merci. Ah oui, j'avais un train de live. Putain, ça a déjà démarré le train de live il y a 2 heures. Ah ouais, faut remonter. Putain, il y a plein de monde. Voilà, ça c'était hier, donc on s'en fout. Il y a 2 heures. Donc merci à Unroll, merci à
Karl Marx en Air Max qui disait bouh. Hello Usul, merci pour ton travail, me dit Mélanie Mad. Merci Mélanie Mad de soutenir. Donc train de la hype, ça on s'en fout. Merci Baden Funkey, merci le Leftist Yorax ou Lorax Leftist Lorax. C'est pas la première fois en plus que je vois ton nom, mais je devrais y arriver au bout d'un moment. Merci Farfarobin, qui dit youpi. Merci Médéric64. Salut Usul, super vidéo aujourd'hui. Bah merci. Moi j'étais pas trop sûr, mais vous verrez, en plus ça dure 20 minutes, donc prenez, vous avez le temps de boire l'apéro devant, vous avez 20 minutes. Merci Tafeizout. Bonsoir, merci, bravo pour la chaîne, mais c'est rien, c'est gentil. Merci Mafof2. Merci Le Lanterneur. Merci Amrod. Merci Docteur Transfourier. Merci Axel Desrouges, bonsoir Usul, merci pour ces streams de qualité. Bah là j'avais un invité de qualité que j'étais vraiment très content de recevoir, donc ça fait plaisir. Merci Cadeau Anonyme aussi, qui a offert 5 abonnements. Merci Spunups, il y a 1 heure. Merci Girus Dantel, Klitsch Norris, Seven Crown, on va dire, on va le mettre à l'anglaise. Merci Cobalt, merci Arca, très bien fait le pistolet à la fin du OLG. Vous en avez trop dit, malheureusement, la censure est tombée. J'espère que Soros va renouveler le budget pour l'année prochaine. Ah bah oui, tout dépend de Soros et de Bill Gates, hein, maintenant. C'est entre leurs mains. Merci à Zamaruk, merci à Poncho DLV, merci à UCVN Jean, Allcops, Arbisounours, Acab, bien sûr. Panteros qui dit top, merci à Lucien Lanard, merci à Strapontin Versa, merci à Kumquat42, Svana pour les 2 mois de bonheur, merci camarade, mais merci à toi. Merci Zilfre, merci Potemkin XX, merci à Acab, me dit-il, donc toujours cette histoire de bisounours, hein, j'imagine. Bon, merci à vous de soutenir la chaîne. Moi, je suis un peu éclaté parce que l'upload a été compliqué cet après-midi. J'ai pas pu dormir énormément. Donc, vaut mieux que je me repose ce soir et qu'on se retrouve demain. Je sais pas à quelle heure. Je sais pas si je fais un stream du midi, un stream de l'après-midi, un stream de je sais pas quand. Mais je vais essayer de faire un stream de toute façon. C'est plus pratique maintenant que je n'ai pas de OLG. Le prochain OLG, c'est le 4 janvier. Donc, je sais pas encore ce qu'on va faire. Mais on va faire un truc le 4 janvier. Je crois qu'à la fin de la vidéo, là, on dit que on réagira au vœu de Macron, oui, mais ça dépend, on sait pas, on est tributaire de l'actualité, il peut se passer plein de choses en 2 semaines, on peut tout à fait avoir une idée d'un autre sujet, de toute façon on a un carnet rempli d'idées de sujets, on va s'en sortir, vous en faites pas. Tured Elvire, alors, qui c'est qu'il y a là? Qui c'est qu'il y a? Il y a Maudit, oui, il y a Hermite Moderne, je vous avais envoyé sur Hermite la dernière fois. Il y a plein de monde, hein. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je raide. Ah tiens, c'est la dernière semaine de Radio Pirate, donc je vais vous envoyer sur Radio Pirate, ils font leur dernière semaine. Bon, ils sont plus d'extrême gauche que moi, hein. C'est plutôt des gens pour qui je suis déjà un odieux SOSDEM qui fait de la promo pour Mélenchon. Donc ça va vous faire... voilà, si vous me trouviez trop de droite, ça va vous faire un bain un peu de gauche. Radio Pirate, c'est des streams qui s'étaient organisés à l'occasion du 2e confinement et qui s'arrêtent donc à la fin de cette semaine parce qu'on va être le 15 et ça va être la fin du confinement et le début du couvre-feu. Enfin bon, de toute façon, toi-même tu sais, c'est nimp, hein. Hop, Radio Pirate. Voilà, soyez gentils, soyez respectueux et leur dites pas que je vous ai dit que j'étais de droite. C'est un secret. Il parle de quoi là? Antiracisme, repentance coloniale. Très bien, voilà. Il y a du débat politique sur Radio Pirate FR. Hop. Merci donc du coup, merci tout le monde. Beaucoup de merci, je dis beaucoup merci. Et non, j'ai raté un truc, je crois, dans le chat. Non, je sais plus. Donc c'est un collectif, hein, Radio Pirate, donc il y a pas mal de gens différents dessus. J'imagine que vous aurez des infos sur leur... pourrez leur demander où les suivre sur Twitter, etc. Parce que Radio Pirate va s'auto-dissoudre. Hein. Tu vas stream jusqu'à janvier ou tu prends des vacances, Usul? Je sais pas, mais je sais que je ne pars, moi, pour fêter les fêtes que de manière très courte. Je pense que je vais en effet voir ma famille. Je vais bouger de Lyon un petit peu, mais pas longtemps. Et je vais revenir très vite et partir très tard. Donc, de toute façon, quand je me fais chier, je stream. Donc voilà, vous en faites pas. Le chat va bien sûr que le chat va bien. Il va très bien, je sais pas ce qu'elle branle, là. Bah, elle était là tout le long, là. Bref, allez, zou. Bonne soirée, amusez-vous bien, et soyez polis quand vous arrivez chez Radio Pirate. Et je coupe le stream.